Salut à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour ce premier épisode du No Limit Nati Podcast. Le thème que l'on va aborder aujourd'hui, ça sera rester naturel dans le bodybuilding. Qu'en est-il aujourd'hui? On va commencer par se présenter. Du coup, je vais laisser Florian se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas, bien évidemment. Et ensuite, je ferai de même. Ok, bah déjà, bienvenue à tous dans le podcast. Très content de faire ce podcast-là. Je pense que c'était une bonne initiative et c'est une bonne idée parce que en cherchant un petit peu, ça peut peut-être un petit peu manquer en France, je dirais, cet aspect vraiment peut-être bodybuilding naturel. Ça ne veut pas forcément dire que on n'aura pas peut-être, je dirais, d'invités qui ou de coachs qui s'occupent par exemple que des naturels. Il y aura peut-être aussi des d'autres trucs, mais l'important c'est que ça tourne autour de ça. Donc comment pouvoir aider le lifter français, le bodybuilder français naturel ou francophone en général, pas forcément que français. Ça va être le but du podcast. Donc, au niveau de l'intro, je pense, très belle intro. Je pense qu'on a bien résumé. J'avais dit, je crois, une à deux fois par mois sur Instagram, mais c'était histoire de donner un chiffre. Je pense que ça, ça sera peut-être même un peu plus. Parce que je trouve que comment dire, c'est un moyen de faire quelque chose, du contenu, pardon, ouais, c'est le mot que je cherchais, qui est assez simple, entre guillemets. Tu vois, on peut facilement échanger, ça peut aider un maximum de monde. Et ça a été beaucoup demandé, donc autant en profiter. Pour les présentations, du coup, parce que je pense que c'est bien pour le premier épisode, pour ceux qui connaissent pas, moi, ça m'appelle Florian, je vais avoir 30 ans là cette année. Je sais pas si ça, l'âge est important, mais en tout cas, du coup, je suis le fondateur de la Team Flow, donc coach dans la Team Flow, comme Florentin au final. Le but, c'est vraiment de pouvoir aider les bodybuilders naturels, comme j'ai pu dire francophones, que ce soit pour une compétition ou non, à partir du moment où les personnes sont prêtes à s'entraîner fort et donner le maximum. Euh, Elles peuvent rejoindre au final la Team Flow si on est amené à bosser ensemble. Mon objectif, ça a toujours été le même depuis le début, pouvoir aider un maximum de personnes par la passion, parce qu'avant tout, je suis passionné de bodybuilding depuis maintenant un bon moment. Ça fait maintenant plus de 11 ans que je m'entraîne. J'ai concouru en 2023 avec un titre du coup de champion d'Europe ICN dans la catégorie bodybuilding moins de 75, 77 kilos, je suis plus sûr. Je crois qu'on voit derrière, là, je sais pas si on verra. Pour ceux qui regardent la vidéo ou ceux qui écoutent sur Spotify, du coup, ils verront peut-être pas. Du coup, second en Europe INBA, j'ai concouru, j'ai fait 6 compétitions en tout. La prochaine saison, je sais pas exactement quand elle sera. Et je pense que je ouais, plutôt bien résumé. Donc, avant tout, coach, c'est mon métier avant tout, préparateur pour les compétitions athlète, créateur de contenu au final, YouTube, Instagram, voilà, en général. Je pense que c'est le mieux à dire. Je pense que j'ai plutôt bien résumé. Du coup, je vais me présenter également. Du coup, moi, c'est Florentin. J'ai 24 ans. J'ai rejoint la Team Flow depuis peu, du coup, fin d'année dernière pour travailler avec Florian, qui est également mon coach, mon associé et dès à présent, du coup, mon ami aussi depuis le temps que l'on travaille. Euh, Mon objectif en ce moment, bien entendu, c'est d'amener le maximum d'athlètes naturels sur scène pour les saisons 2026, également 2027 et 2028. Réellement partager ma passion du bodybuilding, partager également ma vision, qui n'est pas forcément la même que celle que l'on peut retrouver en France actuellement, même si je trouve que cette vision du bodybuilding que j'ai, c'est-à-dire s'entraîner fort, vraiment être passionné par ce que l'on fait et se donner à 100% dans le processus, vraiment pas faire les choses à moitié, commence vraiment à se développer en France. Je veux vraiment partager ça, que le bodybuilding, ça soit quelque chose qui fasse partie entièrement de ta vie et pas simplement un à côté. Et je pense que pour tout athlète et pour tout coach qui veut vivre de ça et qui veut aller loin dans le bodybuilding, on a besoin de cette vision-là pour vraiment atteindre le plus haut niveau. Et donc, c'est la vision des choses, ma passion et qui amèneront mes athlètes, mais également moi-même au plus haut niveau pour les années à venir. Donc, bien sûr, comme l'a dit Florian, si vous voulez rejoindre la Team Flow, les liens seront en description. Donc, n'hésitez pas à nous contacter ou simplement discuter avec nous. Je prépare également pour 2026 en saison B pour moi-même en tant qu'athlète. Donc, extrêmement hâte de tout ça. Et si flotter, ok, on va commencer tout simplement à aborder le sujet. Du coup, première question, étant donné que enfin, le sujet du podcast, là, cette fois-ci, ça sera, du coup, comme je l'ai dit, rester naturel dans le bodybuilding en 2025. Qu'en est-il?
Je pense que c'est un bon sujet pour démarrer ce podcast-là, tout simplement parce qu'il est assez général, mais il nous permettra aussi d'aborder beaucoup, beaucoup de thèmes que l'on pourra également approfondir dans d'autres sujets de podcast. Et quelque chose d'assez passionnant. Donc, on va essayer de d'effleurer en tout cas le maximum de sujets pour que ça soit le plus intéressant pour vous. Et du coup, Florian, en première question, ça serait, euh, on parle de bodybuilding naturel, du coup, pour toi. Quelle est ta définition du bodybuilding naturel et qu'est-ce que ça implique tout simplement pour les athlètes? Ouais, bah déjà, effectivement, comme tu l'as précisé, on est sur naturel. Donc, naturel, ça veut vraiment dire sans utiliser de produits, donc que ce soit injectable ou que ce soit oraux ou je ne sais pas quoi, que ce soit détectable, non détectable ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment pouvoir aller dans des. Alors, fédération ou non naturel, ça, chacun son objectif, mais d'être naturel donc au niveau des tests et au-delà aussi au niveau du mental, j'ai envie de dire, parce que maintenant, il y a des tas de possibilités, malheureusement qui font que les gens arrivent sur des compétitions sans forcément être naturels, mais après ça reste à prouver bien sûr. Mais donc vraiment il y a ça et le bodybuilding en général, c'est vraiment il n'y a pas forcément besoin d'être faire de la compétition pour être un bodybuilder. Ça c'est une première chose. Yes. Il y a pas mal de personnes avec qui je peux travailler ou que je peux voir qui font pas forcément de compétition et pour autant qui sont selon moi des bodybuilders qui s'entraînent dur, ils font gaffe à leur sommeil, ils font gaffe à ce qu'ils mangent, ils traquent ce qu'ils mangent. Ils ont des sorties mais qui sont maîtrisées, donc des sorties restaurants ou genre ce truc-là qui sont maîtrisés. Euh, des, des objectifs en fait de se développer physiquement en faisant passer, alors certains peut-être plus que d'autres ça en premier, mais en tout cas faire passer vraiment en premier le sport et du coup le bodybuilding en premier parce que effectivement il y a toujours le truc de c'est un sport de chômeur, etc. C'est pratiquement vrai si vraiment tu veux te donner à 100% ou du moins tu vas devoir vraiment trouver un rythme de vie, un cadre de vie qui fera qu'en fait ce sera presque ton job. Puisque ça va te demander d'aller t'entraîner, oui, ça va déjà te prendre du temps, mais ça va aussi derrière te demander de faire à manger parce que tu dois faire gaffe à ce que tu manges, faire gaffe à ta récupération, faire gaffe à tout ça. Et comme je l'ai peut-être déjà dit aussi, pour moi, c'est un des sports qui est le plus difficile parce que tout paramètre va pouvoir, comment dire, va être important. Tu peux être dans plein de sports, la course, la marche, le basket, le football, genre de truc-là. Tu peux commencer à être bon. Je dis pas très très bon, je dis pas l'élite, mais tu peux commencer à être bon sans forcément avoir un entraînement qui est ultra adapté et une diète qui est ultra adaptée. Tu peux quand même réussir à être bon, tu peux quand même réussir à être pas trop mal. En bodybuilding, si tu veux être ne serait-ce que bon, tu peux pas te permettre d'avoir une diète ou alors c'est vraiment t'es l'élite, mais ça c'est très rare. Une diète qui est merdique, surtout quand c'est naturel, je précise. Une diète qui est merdique, des entraînements qui sont merdiques, une récupération qui est merdique, parce qu'au bout d'un moment, même si tu y arrives, ça va retomber et tu vas te retrouver à être moins que bon. Si tu vas être l'élite, c'est encore plus, même bodybuilding naturel, c'est encore plus important, mais c'est un des sports où vraiment la nutrition, le sommeil, la récupération du coup, et les entraînements sont hyper importants. Comparé peut-être à d'autres sports où, comme j'ai pu Yes. dire, tu peux être bon, je dis pas l'élite, mais être bon sans forcément faire attention à tout ça. Yes, je suis tout à fait d'accord avec toi, notamment sur le côté. Je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'ils sont des bodybuilders sans même s'en rendre compte. Je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre une personne lambda qui va à la salle tout simplement pour être en forme, un bodybuilder et un compétiteur. Euh, Ce qui différencie réellement le compétiteur du bodybuilder, c'est simplement le fait de la capacité et la volonté également de pouvoir suivre une préparation et ensuite de monter sur scène. Mais avant ça, il n'y a absolument rien qui doit séparer une personne qui veut se développer physiquement et vraiment avoir le plus beau physique qu'il souhaite et une personne qui veut monter sur scène dans l'approche qu'il va mettre en place, c'est-à-dire sa diète, son repos, sa routine, son entraînement, la volonté de progresser. Entre un compétiteur et une personne qui se prétend bodybuilder, il n'y a absolument aucune différence, si ce n'est que la personne qui veut simplement être un bon bodybuilder, se développer physiquement, parce que c'est ça, être un bon bodybuilder. Un bodybuilder, simplement une personne qui va à la salle, qui a la volonté de progresser sur le long terme et tout simplement bah, construire un corps. C'est la définition d'un bodybuilder. Euh, et du Mais coup, c'est la pas différence péjoratif. avec... Ouais, c'est C'est pas pas du tout... péjoratif parce que souvent on a l'impression que c'est péjoratif, mais c'est pas péjoratif comme.
comme mot. Clairement pas. Clairement pas. Juste un compétiteur, c'est une personne qui veut concourir contre d'autres personnes et a la volonté de faire des compétitions. Et une personne qui ferait du bodybuilding et qui prétendrait être un bodybuilder n'a juste pas la volonté de faire ça, ou en tout cas pas pour le moment, ou pas du tout d'ailleurs. Donc, ouais, je pense qu'un bodybuilder naturel, comme tu l'as dit, simplement une personne qui ne prend pas de produits dopants, ne prend pas de produits qui seraient sur la liste simplement de la Fédération française de lutte contre le dopage, et qui surtout n'en a jamais pris du début à la fin. Parce que forcément, pour moi, une personne qui aurait pris des produits à un moment dans sa vie aura toujours un avantage. euh, un avantage considérable comparé à une personne qui n'en a jamais pris. Donc, pour moi, le bodybuilding naturel, c'est ça. C'est pas forcément parler de compétition à tout prix. C'est surtout parler de une personne qui est passionnée par ce sport, qui est passionnée par progresser dans tous les sens du terme, que ce soit à l'entraînement ou physiquement, mentalement également. Euh, Avant tout, avant de vouloir forcément parler de compétition, simplement être meilleur de jour en jour en mettant en place les actions qui lui permettront d'être meilleur, c'est-à-dire avoir une bonne diète, avoir un bon repos, avoir un bon cadre de vie, une bonne routine de vie, et tout simplement avancer avancer physiquement vers ses objectifs. Pour moi, c'est ça le bodybuilding naturel. Avant même de parler de compétition, bien sûr, c'est un, un pan très important de ça. Les bodybuilders, euh, les compétiteurs sont des bodybuilders, et ça touche de plus en plus de personnes, à mon plus grand plaisir, j'ai envie de dire. Mais bien entendu, le bodybuilding ne se limite pas aux compétitions. Yes. Je suis de retour. Yes, t'es de retour. Du coup, est-ce que tu as un truc à rajouter? Sinon, moi, je voulais te poser la question. Je pense que tout le monde se l'est déjà posé, ou en tout cas, euh, peuvent se la poser par rapport à eux-mêmes, ou des personnes qui voient évoluer sur les réseaux sociaux, qui peuvent même prendre en tant qu'influence, qui peut les influencer dans leurs objectifs et dans leur objectif de vie, et également dans le bodybuilding. Est-ce que toi, ça a toujours été une évidence de rester naturel, d'être un compétiteur naturel? Comment c'est venu et pourquoi? Dès que tu as commencé le bodybuilding, tu t'es dit, OK, moi, je vais faire du bodybuilding naturel et pas du bodybuilding, on va dire, au sens le plus large, c'est-à-dire non testé. Quelque chose qui était, je pense, quand tu as commencé, beaucoup, beaucoup plus courant que du bodybuilding naturel, où il y a encore 5-10 ans, c'était très, très, très niche et absolument pas connu. Ouais, moi quand j'ai commencé à la base des bases, j'avais pas pour objectif de faire des compétitions. J'avais commencé parce que j'aimais bien ça. L'objectif, je pense, un peu routine et vraiment pouvoir faire progresser son corps en faisant attention parce qu'en fait tout ce que tu feras, tout ce que tu fais sera déterminant pour ta progression et j'aimais bien ça, le fait de pouvoir se dire ok ben c'est moi qui contrôle ce que je fais pour progresser. Quand j'ai vraiment voulu après commencer à faire de la compétition, j'ai commencé à avoir cette envie de faire de la compétition avant que ce soit vraiment ouais, la mode et l'effervescence. Je pense que maintenant, c'est vraiment la mode depuis peut-être 2024, 2025 et moi, les années à venir. J'ai commencé avant cette mode-là. Et le fait que ce soit une mode, un peu comme tu avais dit tout à l'heure, c'est vrai que depuis 3-4 ans, enfin même plus, un peu, peut-être on va dire 3-5 ans, on peut voir que le bodybuilding naturel, ça a quand même pris une certaine ampleur en France. Et le fait que ce soit une mode, est-ce que toi, enfin une mode, sans vraiment voir ça d'une manière péjorative, mais le fait que ça soit de plus en plus tendance, de plus en plus euh, relayé sur les réseaux, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok. On peut voir aussi que ben, je pense que le bodybuilding, il a pris une ampleur en France grâce à ces réseaux. On peut le voir avec l'avènement du fitness depuis certaines années. Beaucoup, beaucoup plus de chaînes de sport en France, avec les Basic Fit qui ont explosé, les Fitness Park, Léonard, etc. Et tout ce phénomène-là. Donc forcément, le bodybuilding en a pris également un peu de cette hype. Est-ce que toi, tu vois ça d'une bonne manière? Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose que le bodybuilding en France soit de plus en plus tendance, ou est-ce que tu penses que ça va simplement amener de plus en plus de personnes à faire des compétitions, mais avec une mauvaise mentalité, à un peu dégrader l'image du bodybuilding, ou est-ce que pas du tout, toi tu penses que plus il y aura de personnes et mieux ce sera, et forcément, ben,
l'expérience de la compétition et du bodybuilding fera le tri par lui-même? Je pense il y aura un peu des deux. Je pense qu'il y aura, c'est bien pour certaines personnes, c'est peut-être un peu moins bien pour d'autres. C'est bien pour des personnes qui veulent se faire de l'expérience. Ça permettra aussi de pouvoir donner peut-être un peu plus de visibilité à des compétitions naturelles, voir aussi lesquelles sont bien, lesquelles sont moins bien, que les gens aussi puissent parler autour d'eux. Parce que je pense qu'une compétition qui est pas trop bien, ça peut aller 1 an, 2 ans, 3 ans. Au bout d'un moment, les gens ils vont commencer aussi à en Ouais, parler autour d'eux, et ça risque du coup de faire un peu moins aussi de pub pour cette compétition-là. Donc pouvoir faire le tri en fait dans les compétitions, c'est une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de compétitions qui sont un peu euh, qui profitent un peu de ce truc-là de bodybuilding naturel, où potentiellement il n'y a pas forcément beaucoup de niveaux, donc on n'a pas besoin de s'embêter à faire des compétitions de fou. La chose qui est un peu dommage malheureusement, et on a de plus en plus de grosses compétitions, et les gens s'en rendent compte aussi, et ça bouge beaucoup. Euh, je pense que c'est une bonne chose, parce que ça va faire aussi plus de ma possibilité aussi d'aider des gens à se développer, plus de gens sur les compétitions, donc aussi, comme j'ai pu dire, plus de cachets pour les compétitions, et comme tu as pu dire aussi, ouais, le tri se fera directement sur les personnes qui aiment ou qui aiment pas, parce qu'au pire, elles vont soit décrocher avant d'aller au bout de la compétition, soit aller sur la compétition mais décrocher après la compétition, soit vraiment complètement accrocher et du coup continuer vraiment longtemps, et ça pourra devenir des personnes qui seront euh, influentes dans le domaine, ou alors qui auront envie aussi d'aller plus loin encore dans le domaine, de continuer vraiment au maximum. Donc je pense que c'est que du bon. Il faut juste, comme d'habitude, il y aura toujours des gens qui vont en profiter d'un mauvais œil. Donc, essayer de ramener un maximum de personnes saines, un peu de n'importe comment, à l'arrache ou quoi que ce soit. Et des personnes justement qui vont vouloir faire les choses bien. Tant mieux qu'il y ait plus de monde. Ça permettra d'amener plus de personnes dans de meilleures conditions, dans des meilleurs physiques, etc. Voilà, c'est toujours un peu la même chose. Toujours un peu la même chose. Il y a des moments où c'est des gens qui vont profiter mal, et des gens qui vont profiter de ça, même si c'est pas un grand mot profiter, mais faire ça bien, quoi. ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi dans, le fait que, ben, plus il y aura de monde et plus on pourra donner de la visibilité à ce sport-là, à cette discipline-là, plus on pourra faire de la pub et plus, les compétitions seront, on va dire, bien parce qu'il y aura de plus en plus d'argent, donc forcément un meilleur traitement pour les athlètes, une meilleure visibilité et faire grossir cette discipline-là qui est en France à très, très, très niche. Même le bodybuilding naturel se développe quand même pas mal ces dernières années, même à l'étranger, mais reste comparé au bodybuilding, on va dire non testé, quand même un peu en marge, même si ça a tendance un peu à renverser la tendance, j'ai l'impression, ces dernières années. Du coup, ce que tu m'avais dit, c'est que toi, de base, tu avais choisi le bodybuilding naturel parce que, heu, c'était pas forcément quelque chose que tu voulais réellement faire de ta vie. Tu avais pas forcément l'intention de faire des compétitions, au début et c'est la pratique qui t'a amené à la passion et du coup, cette passion-là qui t'a donné envie de concourir. Je pense que pour beaucoup, c'est la même mentalité. Je pense que c'est également ma mentalité aussi. Même si je pense que pour, ma part, ça a été un peu plus, nuancé, mais je pense que, l'environnement, que je me suis moi-même créé avec les réseaux sociaux ou même avec mon entourage proche, m'a poussé vers le bodybuilding naturel et pas vers le bodybuilding, non testé. Hem, Parce que, déjà ça implique beaucoup de choses, tout simplement de se doper. En termes de financier, déjà à l'époque, j'avais pas du tout les moyens pour et puis comme, comme tu l'as dit au début, je voulais pas forcément faire de compétition quand j'ai commencé. J'ai vu que j'ai très bien évolué, naturellement, donc j'ai pas trouvé d'intérêt, là, à l'instant où je te parle de prendre des produits parce que mon évolution me convenait très bien et je trouve que, c'est quelque chose que j'ai tendance à dire que c'est un jeu complètement différent entre, le bodybuilding naturel et le bodybuilding non naturel et que je voulais pouvoir tout simplement prouver dans le bodybuilding, naturel la valeur que j'avais. Je pense que de manière générale, je me doperai jamais. En tout cas, c'est clairement pas, mon intention pour le moment. Je pense que tout peut changer, mais franchement, je pense pas. Mais, ça a pas toujours été, aussi clair dans ma tête et je pense que hem c'est quelque chose qui est assez, fréquent chez beaucoup de personnes. Quand ils commencent la musculation et qu'ils voient qu'ils ont pas forcément les résultats qu'ils veulent, vont directement vouloir se tourner vers des produits. Je sais qu'il y a quelques années encore, je sais pas 3 ans, 3 4 ans, je me posais la question de savoir si, je devais prendre des produits ou non
Et ça, pas pour les bonnes raisons et je pense que c'est également le cas pour beaucoup, beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes pensent se tourner vers les produits tout simplement parce qu'ils n'ont pas le corps et l'évolution à l'instant T, qu'ils voudraient et pas parce qu'ils veulent atteindre le très, très, très haut niveau et qu'ils, se disent: «OK, en fait, là, même si j'évolue très bien, peu importe la chose que je mets en place, je n'aurai jamais un niveau compétitif si je prends pas de produit». Dans ce cas-là, ça peut se comprendre et ça peut tout simplement, se réfléchir. Mais dans le cas où c'est simplement qu'à l'instant T, tu n'as pas l'évolution et le niveau que tu voudrais avoir, c'est simplement, de l'impatience et je pense qu'au moment, où je me disais: «OK, faut que je me dope parce que sinon j'aurai jamais le physique que je veux», j'étais juste très, très impatient. Il faut savoir que je suis quand même quelqu'un de assez impatient. C'est assez paradoxal finalement avec, ce que je fais, actuellement, mais, je l'ai toujours été et donc le fait que j'avais pas l'évolution et le corps que je voulais au moment où je me faisais ces réflexions-là, me poussait à vouloir, me doper, mais clairement pas pour les bonnes raisons et une fois que j'ai commencé à vraiment aimer le processus et me rendre compte qu'en fait, en bodybuilding naturel, on stagne jamais. Si tu fais les choses bien, si tu as un bon plan, si tu as une bonne routine, si tu es vraiment dedans à 200, tu ne stagnes jamais, tu fais que progresser de jour en jour et chaque jour, tu prends un petit pourcentage de plus que tu n'avais pas la veille et en fait, je pense que c'est ça aussi qui a comblé un peu mon impatience parce que l'impatience je suis très impatient quand quelque chose ne bouge pas du jour au lendemain et qu'il faut attendre une date pour que tout se débloque. Mais quand tu vois que ton évolution, chaque jour, ben, s'améliore, que chaque jour tu vas atteindre tes objectifs un peu plus que la veille, hem ben, tu ne peux pas vraiment être impatient parce que tu progresses de jour en jour et tu ne stagnes jamais et c'est aussi pour ça que, finalement, j'ai vu que j'avais une bonne évolution sans prendre de produits et j'ai compris que c'était simplement de l'impatience et qu'en me donnant les moyens et surtout en me donnant du temps, en continuant de progresser comme je le faisais, j'aurais exactement le physique que je voulais atteindre avec produits, tout simplement en faisant les choses bien et en me laissant du temps et je pense que c'est la meilleure chose que l'on peut conseiller à beaucoup, beaucoup de personnes. Si simplement ton but est de concourir, d'avoir un bon physique, d'atteindre des objectifs physiques, qui ne sont pas le top, top, Mister Olympia, reste naturel, juste arrête d'être impatient, ne sois pas feignant, arrête de te trouver des excuses et mets les choses en place dès maintenant et le physique que tu veux, tu l'auras dans 2, 3 ans voire peut-être moins si, tu es déjà bien avancé et si tu fais les choses bien. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le bodybuilding naturel aussi, il se développe beaucoup, beaucoup, du fait de cette mentalité-là, parce que les gens comprennent qu'avec du temps et de la discipline, tout se fait et que les produits dopants, maintenant, sont vraiment, hem, simplement essentiels pour les personnes qui veulent aller beaucoup plus loin et aller beaucoup plus loin sur scène et pas à côté, pas en dehors. Bien sûr, il y a des cas isolés où beaucoup de personnes prennent ça hem, pour aller plus rapidement, mais ils sont très, très vite déjantés par les effets secondaires et ce que ça peut amener, plus tard dans leur vie et je pense que toutes les personnes qui nous écoutent là, ne se voient pas forcément continuer le bodybuilding après 50 ans. Je sais pas, il y en a peut-être, mais pour la plupart, je pense pas que c'est le cas. Il faut se demander aussi après 50 ans, comment tu veux vivre? Est-ce qu'après 50 ans, tu vas avoir des problèmes de santé et simplement, subir ta vie ou est-ce que tu as encore des objectifs, après cet âge-là? Et déjà ça peut faire bien réfléchir. Est-ce qu'après 50 ans, tu te vois continuer dans le bodybuilding? Donc est-ce que prendre des produits et mettre en péril ta santé, hem, pour une petite partie de ta vie, ça vaut vraiment le coup, alors que tu aurais pu le faire, naturellement, avec beaucoup de patience et un bon plan et pas mal de discipline. Je pense que la question, elle est vite répondue. Heu, donc voilà Merci, voilà par rapport JP à ça. JP Franguin. Non, je pense que sur ça, je suis assez d'accord. Dans les deux cas, il faudra faire les choses bien et prendre le temps. Euh, Effectivement, ça a beaucoup changé aussi, même à très très haut niveau sur les Mister Olympia. Les potentiellement gagnants Mister Olympia avant avaient un peu plus de 40 ans. Maintenant, ils ont plus la vingtaine et tout. Donc, ça prouve aussi que. Alors, soit il y a le fait aussi que l'entraînement est un peu mieux et qu'on ait des meilleures machines. Donc, ça fait aussi progresser plus Ouais, rapidement. Mais il y a aussi les simplement aussi le connaissances, fait ouais. que les gens sont plus impatients et veulent aller un peu plus vite. Parce qu'effectivement, bah, tu gagnes plus, tu as plus de notoriété, tu peux ben, faire encore plus d'argent, donc être connu dans ce milieu-là, ça peut aider. Je pense que
dans les deux cas, effectivement, il faut savoir prendre le temps et ne pas être impatient. Ça a aussi beaucoup été aidé actuellement, le bodybuilding naturel, par les résultats qu'on peut voir un peu sur les réseaux. Donc, quand il y a des partages, par exemple, de WNBF, INBA PNBA ou UK DFBA, des vraiment très très gros physiques qui sont alors Ouais, autant massifs que certains qui concourent à Olympia, peut-être pas, ou alors le top en dessous d'un certain top 10, tu vois, ou top 15, où certains des fois ils sont arrivés là, ont quand même été pros, hein, donc au final, voilà, mais des très très gros niveaux, je pense, ça a aussi été aidé par ça, et tant mieux, et c'est ce que je disais, s'il y a plus de monde qui concourt dans les faits naturels, en étant vraiment naturel, bah, ça aidera aussi à relancer un peu la chose et à continuer, et les réseaux aident beaucoup, et c'est pour ça l'effet mode, comme on disait, je vois pas ça comme une mauvaise chose. Si la personne est saine d'esprit, réellement naturelle aussi, bah, ça sera toujours une très bonne chose pour ça. Je pense qu'effectivement, il y a qu'à ouais. aller voir les repartages de UKDFBA, comme j'ai pu dire, INBA, PNBA ou WNBF, pour voir un peu ce qu'il est possible de faire en naturel. C'est loin d'être une honte, j'ai envie de dire, les bons résultats, hein, ou une mauvaise chose. Tu peux avoir des très bons physiques, des très bonnes sèches, et ça sera juste une question de se la donner. Parce que les gars qui arrivent à ce niveau de sèche-là, à part peut-être le 1% qui pour eux c'est facile, pour personne ce sera facile d'être très très bas en body fat, d'avoir une super définition, etc. Il faudra juste assumer et puis y aller, quoi, simplement. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Et le fait que tout à l'heure on parlait de mode ou en tout cas de tendance, on peut le prendre un peu comme on le veut, mais on part toujours du principe que c'est pas péjoratif. Mais le fait que ça progresse de plus en plus en France, je pense que c'est aussi dû à ça. Euh, de se rendre compte que naturellement on peut atteindre des physiques absolument incroyables. Et je pense qu'en France, on a encore du mal à le comprendre. D'ailleurs, on peut le voir, hein, il y a de très bons athlètes en France, en tout cas en ce moment et de plus en plus. Et très rapidement, quand tu atteins un physique qui, qui fait rêver, en fait, et qui est absolument colossal pour un naturel, très rapidement, il va se faire insulter de dopé. On va avoir des suspicions en disant non, mais ça, ce body fat-là, ce poids de corps-là par rapport à la taille, c'est pas, c'est pas atteignable. Donc voilà, on en a tous en tête et on voit très bien de qui on parle. Et en fait, tout simplement parce que les gens ne se rendent pas compte que naturellement parlant, on peut atteindre des physiques absolument titanesques. Et ça, c'est dans tous les pays. Mais beaucoup, beaucoup plus en France, je pense, tout simplement parce qu'on n'a pas la culture. On n'a pas cette culture-là qui est ancrée et on ne comprend pas que on peut le faire naturellement, que le corps humain est absolument dingue. Et allez voir le niveau en Allemagne, allez voir le niveau en Angleterre et vous allez vous rendre compte qu'il y a des titans, il y a vraiment des titans. Alors que les mecs, ils ont 20 ans, ils ont 19 ans et ils ont des masses musculaires absolument colossales. Ils arrivent sur scène, le custrier absolument shred de partout, une condition de fou. Et donc là, voilà, faut simplement se poser la question, est-ce que tout le monde est dopé en bodybuilding naturel ou est-ce que c'est simplement que on peut atteindre des niveaux absolument incroyables en faisant les choses bien et en commençant également assez tôt? Bien entendu que les mecs de 19 ans qui arrivent à cette condition-là, ils n'ont pas commencé à 18 ans. Mais voilà, simplement, ça revient encore une fois à ce que je disais, vous laissez du temps, croire en vous et croire en ce que vous êtes réellement capable. Arrêtez de vous mettre un plat de fond de verre en vous disant, OK, ce mec-là, il a juste un physique colossal parce qu'il se dope. Et donc, en fait, moi, je pourrais jamais l'atteindre. Et donc ne pas faire les efforts, douter de soi et simplement, soit tomber dans les produits, soit tout simplement ne jamais faire, le nécessaire, alors que tout le monde peut y arriver. Bien sûr, il y a des monstres de génétique, mais la plupart des gens que vous voyez sur scène qui arrivent avec des niveaux absolument phénoménaux, heu, ça reste, juste le travail. La génétique, bien sûr, elle rentre en jeu, mais ce qui va ouais, la génétique, elle va arriver sur, la décision sur le top 3. Peut-être que sur le top 3 de la compétition, la génétique va faire la différence. Sur tout le reste, faire une très, très bonne compétition, arriver avec un physique absolument incroyable, ta génétique, on s'en fout. Si tu as fait le job avant, si tu as fait ta phase de masse comme il le fallait, si tu as construit du muscle, après ta génétique, c'est juste sur ta ligne qu'elle va jouer, mais ça sera pas sur la masse musculaire forcément que ça va jouer, ça sera surtout sur, les critères des juges, les petits critères qui feront la différence. Mais voilà, arrêtez de vous trouver des excuses. En bodybuilding naturel, on peut faire de très, très bonnes choses et si vous vous rendez pas compte, arrêtez de regarder que les personnes en France, regardez un peu à l'étranger et vous vous rendrez, compte qu'on peut faire bien plus que ce que vous pensez.
Et je pense que ce qu'il y a aussi et qui a fait beaucoup changer du coup les physiques et les mentalités en général, c'est aussi qu'il y a pas mal de recherches aussi et de grosses avancées sur les techniques enfin, d'entraînement comparé à ce qu'on avait dans le temps. Là, je parle pour la France, je ne sais pas ce qu'avaient potentiellement les autres pays. Peut-être que les autres pays avaient aussi un peu plus d'avance parce qu'ils avaient pas mal de, je pense aux Américains et aux Anglais qui comprenaient plus ou moins l'anglais et qui avaient du coup aussi plus de value sur YouTube et sur les podcasts en général. France est venu un peu plus tard. Je pense que ce qu'on avait vraiment il y a quelques années en arrière, ou du moins quand j'ai commencé, on avait du coup tout ce qui est par exemple Thibaut InShape, Essan, qui sont pas forcément des, selon moi, des bonnes. euh, alors valeur, je sais pas, je dirais pas valeur parce que valeur, je pense qu'ils ont des bonnes valeurs dans ce sport, mais plus des bonnes personnes à écouter sur pas mal de choses, les techniques d'entraînement, la façon de s'entraîner, etc. Comparé à effectivement où il y avait aussi Nassim et Enzo qui étaient plutôt bien, mais pareil, les infos qui étaient données ne sont peut-être pas aussi pertinentes que ce qu'on a maintenant et aussi faciles à comprendre. Comme quand on parlait à l'époque effectivement de surcharge progressive, ça parlait à personne. Maintenant, ça parle à énormément de monde et c'est assez simple pour même une personne qui vient de commencer depuis un an de l'expliquer. Il y a encore peut-être ouais, 11 ans en arrière, au final, quand j'ai commencé, c'était plus difficile à expliquer qu'est-ce qu'une surcharge Ouais. progressive, pourquoi on en a besoin, qu'est-ce que ça change, etc. dans la progression. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui est très déterminant. Et les personnes maintenant qui commencent très jeunes, on a accès aussi à une salle de sport beaucoup plus facilement parce qu'il y en a quasiment partout comparé à avant, où effectivement maintenant tu peux à 15 ans, même avant, c'est l'autorisation de tes parents à aller dans une salle de sport. Avant, c'était un peu plus compliqué parce qu'il y en avait moins. Il fallait avoir une voiture et bah, du coup, tu n'as pas de voiture normalement avant 18 ans. Donc, c'était compliqué. Vous ne pouvez pas forcément t'y amener. Et aussi, souvent, les gérants avant étaient assez chiants sur Ouais. les restrictions où c'était vraiment OK. Peut-être pas 18 ans, mais 16 ans, mais il faut être avec tes parents. Et si tes parents font pas de bodybuilding ou de la musculation, ils s'en foutent. Bah, c'est mort pour avoir tes parents. Donc il y avait ça aussi, je pense. Et maintenant, ça a énormément évolué parce que, bah, comme dit, tu as des salles partout, même si c'est pas forcément des salles de ouf. Basic Fit ou Fitness Park, comme j'en avais parlé dans un précédent réel ou même en général, euh, j'ai beaucoup de personnes avec qui je travaille qui sont dans des fitness parks et dans des Basic Fit et qui ont des résultats, parce qu'il y a quasiment que ça en France, qui ont énormément de résultats physiques, qui font des compétitions, qui progressent, qui ont des bonnes places. Donc je pense que c'est absolument pas une excuse ni un problème. Actuellement, les salles de sport, c'est juste une question, comme tu as pu expliquer, de mentalité, de passion surtout, mais au-delà de ça, de patience. Parce que tu peux avoir la passion, mais avoir une passion qui est manquer de patience. Et je pense que ça, c'est pas forcément bon dans tous les domaines, que ce soit effectivement dans le domaine du business ou même du coaching. Être patient, c'est important, mais avoir la passion également. Savoir aussi que ben euh, tu vas pas pouvoir te retrouver la première année à être le top coach France ou coach, je sais pas, anglais ou tout ce que tu veux. La plupart des personnes, effectivement, que potentiellement on voit comme des bons coachs ou des coachs qui ont vraiment beaucoup de monde, font ça depuis 10 ans, c'est la plupart, même plus, ce qui est absolument considérable et énorme. Ce qui veut dire qu'ils ont emmagasiné déjà des personnes qui bossent avec eux depuis 6 ans, plus d'autres, plus d'autres, plus d'autres. Donc en fait, ils ont un roster de clients qui est surtout très ancien au final, ce qui est très bien. Plus tu as ta rétention, mieux c'est. Donc je pense qu'il y a ça aussi. On pourra surtout en parler dans un autre podcast, mais je pense qu'il y a ça aussi et il y a vraiment cet aspect, voilà, je le redis encore, mais plus ou moins patience qui est très important. Chacun fait ce qu'il veut, mais je rejoins un peu sur ça, c'est que dans le bodybuilding naturel, pour moi en général, il me reste encore tellement de choses à faire en termes de résultats, en termes de physique. Et avant tout, je suis vraiment passionné vraiment par l'entraînement, la progression à l'entraînement, les exercices en général, savoir s'entraîner correctement, que j'ai pas d'intérêt à... Dès mes débuts déjà, j'étais passionné par l'entraînement, mais j'ai pas d'intérêt à chercher plus Ouais. ou pas être plus naturel, voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté le podcast jusqu'à présent. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo YouTube et également à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun des prochains épisodes. Si vous êtes également intéressé d'atteindre vos objectifs physiques pour les mois et années à venir, n'hésitez pas à remplir le formulaire dans la description YouTube pour travailler avec Florian ou avec moi-même au sein de la Team Flow. Et je vous laisse pour la suite du podcast. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et pour te rejoindre un peu le niveau en France, ce que je disais qui est potentiellement encore, bah encore, on le voit hein, sur les compétitions, assez bas comparé à part cas exceptionnel, mais assez bas comparé à l'étranger et même aux pays en Europe autour de nous, même si on arrive de plus en plus à avoir de très bons résultats et de très très bons physiques. Je pense que bah, c'est clairement dû au fait que ça n'a jamais été la culture en France. La culture physique a toujours été quand même assez mal vue en France. Souvent, on a tendance à avoir
vraiment le cliché du bodybuilder débile qui va à la salle et soulève des poids et va manger du poulet, hein. Va manger du poulet ensuite. Bah, je pense que comme tu le disais, ça nous a quand même pas mal influencé pour nos générations, ta génération, la mienne. Euh, et mais ça risque de changer et on le voit déjà avec les nouvelles générations et prendre un gros, gros tournant. Mais c'est vrai, comme tu disais, à ton époque, à mon époque, j'ai 24 ans, mais quand je commençais à m'y intéresser, c'est-à-dire collège, donc, quand j'avais à peu près 15-16 ans, il y a quasiment 10 ans finalement, c'était beaucoup, beaucoup plus compliqué d'avoir des informations pertinentes. Et même sur YouTube, on n'avait absolument personne qui parlait de musculation. On avait Thibaut InShape et Enzo, mais la plupart du temps, ils montraient leur entraînement, ils t'expliquaient comment avoir des abdos et comment faire du curl biceps. Mais c'était tout, quoi. Tu allais chercher C'est sur déjà YouTube, bien. oui, oui, tu allais chercher sur YouTube top 10 des meilleurs exos pour les biceps et tu prenais un peu au pif, tu faisais ta séance biceps comme ça. Et il y avait les blogs, il y avait aussi bah, tout ce qui était Rudy Koya, etc., qui était quelque chose de beaucoup plus pertinent, je trouve, en termes d'information. Mais pour le coup, pour aller chercher de bonnes informations, il fallait beaucoup, beaucoup trier. Si tu n'avais pas les connaissances, tu ne pouvais pas forcément trier. Et surtout, il fallait vouloir aller chercher ces informations-là. Donc, potentiellement, beaucoup moins facile d'accès, chose qui est complètement différent aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça que je dis qu'avec la nouvelle génération, ça va changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Parce que on peut le voir, tu me diras ce que tu en penses, mais avec YouTube, avec Instagram, peut-être un peu moins TikTok, parce que je trouve que TikTok, c'est encore un peu un réseau fouillis, on va dire. Il y a de tout, il y a vraiment beaucoup, beaucoup trop de choses. Et pour comprendre vraiment si la personne est qualifiée et donne des bons conseils, c'est compliqué parce que les gens ne regardent pas les comptes TikTok, ils regardent simplement leur feed. Et donc, ça n'intéresse pas vraiment à la personne qui est derrière. Ils vont juste voir l'information. Il va jamais chercher à savoir si le mec qui dit ça est qualifié ou en tout cas dit c'est ce qu'il dit. Alors que sur Instagram, c'est beaucoup plus facile avec. Il y a beaucoup plus la notion d'abonnement et d'attachement à la personne que sur TikTok. Et c'est pareil avec YouTube. Donc, c'est beaucoup plus pertinent d'aller chercher des informations sur ces plateformes-là et on peut voir la différence dès maintenant sur les niveaux de personnes un peu plus jeunes, des personnes qui ont 19 ans actuellement en France ou 18 ans, même des fois plus bas, et qui ont des niveaux absolument fous. En tout cas, je pense que les réseaux sociaux vont amener quelque chose, YouTube et Instagram vont amener quelque chose qui manque en France. Tu me dis ce que tu en penses, mais je pense que c'est ça aussi qui a fait que le bodybuilding en France naturel se développe énormément. Et j'avais une question, est-ce que toi tu penses que le bodybuilding naturel en France a pris un cap vraiment énorme, a pris un gros gros tournant ces dernières années, ou est-ce que c'est simplement la suite logique et une progression assez graduelle, petit à petit, qui suit l'ordre un peu de tout ce qu'on a vu avec le développement des salles de sport, on a de moins en moins on a de plus en plus de salles de sport en France. Est-ce que pour toi, il y a eu vraiment une grosse, grosse différence avec les réseaux et le rôle des réseaux ces dernières années dessus, ou est-ce que c'est simplement une progression classique, pas petit à petit, on va dire assez douce? Non, je pense que c'est comme tout. Il y a des précurseurs du mouvement qui ont aidé à ce que ça soit un peu plus vu. Comme à l'époque, le bodybuilding peut-être avec Arnold Schwarzenegger et encore, c'est encore un autre niveau, mais ou alors le power avec ou les strongman, tu vois, genre de truc là où quelques années en arrière, on n'en parlait pas, ils n'avaient pas de sponsor, ils n'avaient pas tout ça. Maintenant, Ouais. ils sont sponsorisés, ils ont des compétitions, on en parle pas mal et le bodybuilding en fait amène un peu à la fin parce que c'est un sport qui est mal vu, mais c'est un peu comme tout, il y a des précurseurs dans le milieu qui ont fait qu'en fait, ben, ça se développe de plus en plus, ça va de mieux en mieux et en fait, c'est vu de plus en plus. Et ce qu'on a aussi maintenant, c'est, comme j'ai pu dire, l'accès à l'information. Donc, on a aussi plus facilement accès à un coach, très jeune aussi, parce que les gens, bah, ils ont compris aussi peut-être comment faire un peu de l'argent en étant plus jeune, etc. Donc, on a accès aussi à un coach plus facilement, c'est une très bonne chose. Même si maintenant, il y en a, c'est encore autre chose, un autre business, de plus en plus, pas forcément que des bons. Mais c'est toujours ce que je dis, c'est que la passion et la patience, faire le tri, c'est un domaine qui est difficile et les personnes qui de toute façon ne sont pas bons tiennent quelques années et au final prennent potentiellement par exemple des gens qui veulent progresser mais qui se rendent compte qu'en fait il y a beaucoup de marketing, beaucoup de blabla et en fait changent après et vont vers des coachs potentiellement qui sont vraiment passionnés et qui euh, sont là depuis longtemps, ont des vrais résultats, etc. Donc ça, c'est encore autre chose. De toute façon, à partir du moment où tu es passionné, il arrive toujours un moment où ça te revient positivement vers toi. Donc il y a tout ça. Et en fait, il y a, comme j'ai pu dire, ouais, c'est une suite logique. Vraiment, ouais, ce que tu as pu dire, je pense que c'est pas plus bête que ça. C'est vraiment une suite logique des choses. C'est que bah, on en parle de plus en plus.
Ça ramène de l'argent parce qu'il y a des sponsors. Les sponsors, du coup, font en sorte que ce soit plus médiatisé. Des fois, malheureusement, les sponsors ne médiatisent pas forcément ça intelligemment et correctement. Les gros sponsors, comme les plus petits encore, ça peut aller, mais les gros sponsors. Donc, ça fait de la visibilité. Et après, c'est comme d'hab, tout le monde essaye. Ça fait un tri. Des fois, ça peut continuer à aller vers une dérive un peu d'être mal vu. Ça peut faire aussi le truc de bah, tout le monde peut se retrouver sur scène. C'est un peu le cas. Mais ça fera toujours le tri vers les personnes qui tiennent ou qui tiennent pas. C'est comme le coaching, c'est Ouais, comme tout. ouais. Et ouais, tout à fait d'accord. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que le bodybuilding en France, il a vraiment un public pour? Est-ce que les gens sont vraiment attachés à ce sport-là et ça va permettre ça va durer sur le long terme ou est-ce que c'est encore une fois juste une tendance? Moi, je pense que bah, forcément, plus on va se montrer sur les réseaux, bah, plus on va créer des passionnés et forcément la passion perdure plus que la hype. Euh, mais je ne sais pas si on aura réellement cet engouement que peuvent avoir des pays comme l'Angleterre par rapport au bodybuilding naturel. Je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que d'après toi, on a la mentalité pour en France? Est-ce qu'on a le public pour pouvoir réellement faire perdurer ce sport? Et sinon, qu'est-ce qui manque qu'est-ce qui manque pour le moment en France que l'on pourrait apporter supplémentaire dans le bodybuilding naturel pour vraiment être au niveau de nos voisins comme l'Angleterre, par exemple? Euh, là pour le coup c'est un peu une bonne question. Je pense que beaucoup de modes etc du sport et tout on n'a jamais forcément inventé beaucoup en France. Tout vient toujours de l'étranger. C'est comme le contenu etc. Bah, beaucoup de Français qui ont percé, même je crois Thibaut Inchep le disait à l'époque, qui reprenaient du contenu du coup américain juste qui traduisait. Et en soi il avait raison, hein. Il y a énormément du coup de coachs en Angleterre. Je reprends l'exemple, mais qui vivent de ça depuis 5, 6, 7 ans, qui vivent vraiment très bien parce qu'ils ont du Ouais, monde qui même ont plus. ça. Et je pense que si ça vient, c'est venu d'Angleterre, ça a marché en Angleterre, ça marchera également en Europe. Je le vois également beaucoup avec des coachs portugais, des coachs espagnols, des coachs italiens, des coachs allemands qui vivent aussi de ça depuis. Alors peut-être qu'ils étaient parmi les premiers, mais qui vivent de ça depuis pas mal de temps, qui vivent très bien, qui ont des personnes. Donc je pense que ça va continuer à s'améliorer. Les salles de sport comprennent aussi de plus en plus que ben, pour toucher des adhérents, il faut revoir un peu le parc machine, avoir des bonnes choses. Je prends l'exemple, j'en ai entendu dans un reportage, je crois, ou je sais plus où c'était, rien que tout bêtement, mais les haltères de 50 kilos, il y a quelques années en arrière, il y a beaucoup de salles où les haltères s'arrêtaient à 35, parce qu'en fait, personne, selon eux, n'était capable d'aller chercher plus haut. Maintenant, il y a des haltères de 50, 60, 75 dans certaines salles. Et je parle pas des salles indépendantes, hein, je parle vraiment des salles Ouais. commerciales, vraiment que tu peux voir. Et je pense que ça se bouge de plus en plus. Malheureusement, effectivement, le côté négatif peut-être, c'est que bah, ça donne de plus en plus de crédit aux salles commerciales. Et du coup, bah, les salles commerciales, ça reste plus du business que de la passion, c'est ce que je disais. Donc ça fait beaucoup de petites salles, malheureusement, qui se font manger et ne... euh, qui, elles, veulent justement... sont vraiment passionnées par les machines, etc., ou des bonnes machines du coup qui ont du mal un peu à évoluer. Mais je pense que oui, c'est amené à progresser. Simplement juste qu'il faudra peut-être pas forcément s'attendre, ou du moins pas tout de suite, à voir des personnes se filmer sur les réseaux en s'entraînant sur du prime dans un fitness park, quoi. Tu vois, c'est un peu ça Ouais. le seul truc. On C'est espère le tous seul. avoir des fitness park full prime. Mais c'est vrai que même quand j'ai commencé la musculation, euh, je me rappelle que bah, forcément ma première salle, c'était une salle indépendante. Pas par choix, mais parce qu'à l'époque, il y avait que ça. Et on parle juste Pareil. de 10 ans en arrière. Il y avait vraiment le premier fitness park, je me rappelle du coup, à Nîmes qui avait ouvert. Je m'étais inscrit par la suite là-bas et je pensais que c'était quelque chose de absolument incroyable de troquer ma petite salle indépendante contre le fitness park. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est ça aussi qui manque en France. Euh, j'ai l'impression de toujours cracher sur le bodybuilding en France, mais non, c'est juste que forcément, on aimerait bien que ça évolue encore plus et plus vite, et plus dans le sens du bodybuilding plutôt que simplement l'aspect commercial, fitness et l'image sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que avoir même des chaînes, mais avoir de plus en plus de salles indépendantes, c'est clairement pas quelque chose qui risque d'arriver de ce que je vois en France parce que les loyers sont absolument fous et que c'est très très compliqué de rendre une salle rentable indépendante, surtout si tu vas avoir du bon matériel. Et ça rejoint un peu le fait
ce qu'on disait, c'est que en France, on a encore du mal à placer la progression avant le prix et la qualité du matériel, la qualité du service avant le prix. Et donc, potentiellement, pour beaucoup de personnes, payer un peu plus cher, peut-être même 5-10 € de plus par mois pour s'entraîner sur du Prime, et ou en tout cas de très très bonnes marques, ça serait, ça réfute beaucoup de personnes et préfèrent payer un peu moins cher, et on le voit avec le succès de Basic Fit, et s'entraîner sur du Matrix parce que c'est toujours moins cher. Sauf que, certes, tu peux avoir de très très bons résultats en t'entraînant à Honor, en t'entraînant à Fitness Park, mais l'avantage que te procure des machines pendant X temps, de très bonnes machines, fera la différence, c'est certain, comparé à quelqu'un qui s'entraîne 2 ans sur du Technogym et quelqu'un qui s'entraîne 2 ans sur du Prime à même intensité, ouais, même intensité, même passion, tout simplement focus sur son entraînement. Donc, oui, ça fait la différence. Maintenant, est-ce qu'on peut voir arriver ça en France dans les prochaines années? Ça m'étonnerait, mais en tout cas, ben, on l'espère. On peut le voir quand même de plus en plus de. Ouais. Il y a quand même des chaînes qui, qui, qui peuvent faire ça, mais Des chaînes, je pense pas. Actuellement, en France, on a peu de machines vraiment bien comme ça. Effectivement, alors, il y en a peut-être plus, hein, mais qui me viennent en tête. Il y a du coup le Gaia Gym qui a pas mal évolué en termes ouais, de machines sur du Prime. Il y a maintenant aussi la salle aussi à Paris qui a maintenant du Prime, Bodyland. ouais. On peut trouver de bonnes matos aussi vers le RBC à Rennes, si je dis pas de bêtises, le RBC Workout. Donc il y en a peut-être d'autres comme ça de tête. Après, la salle où tu étais entraîné à l'époque, je sais plus le nom, où tu étais, qui était pas encore trop mal équipé là. Ouais, en effet, la salle que j'avais qui était très très bien, c'était Fit Gym à Tournon, donc à côté de Valence. Et pour le coup, ben, les machines étaient très bien, tout simplement parce que le problème n'est pas Technogym ou Matrix en soi, même si ces marques-là sont jamais top top. C'est simplement que on est obligé de prendre toute la gamme d'une même marque, et c'est très rare qu'une même marque fasse que des que des bonnes machines. Et ce qui fait la différence dans des salles indépendantes, c'est que les patrons, qui sont la plupart du temps d'anciens bodji ou tout simplement des passionnés, choisissent une à une leur machine, et ça fait la différence sur un parc de machines au total. Mais oui, il y a des salles de sport en France qui essayent de survivre, même si c'est jamais facile. Mais la différence, c'est que bah, ce milieu-là, le fitness, on va dire de manière générale, est très, très tourné autour du business, bah, comme tous les domaines finalement. Mais c'est peut-être de plus en plus vrai pour ce business-là. Et donc, on va chercher à faire de la marge, on va chercher à faire du bénéfice, à un peu. C'était celle-ci, non? Ouais, c'est ça, exactement. Après, bon, là, pour le coup, j'étais sur une barre Panata. Enfin, il y avait pas grand-chose, là, c'est simplement un rack. Mais ouais, voilà, on avait de très bonnes machines. On avait un T-bar Watson, on avait des chest press qui étaient très bien choisis, on avait du Panata. On avait pas mal de très, très, très bonnes machines, finalement. Et surtout, Ouais, je me l'ambiance rappelle. fait la différence sur ces salles-là, parce que la plupart des personnes qui viennent dans ces salles-là n'y vont pas simplement juste pour aller à la salle, choisissent ces salles par l'ambiance, par les pratiquants qui veulent côtoyer, et parce qu'ils veulent progresser tout simplement. Donc, tu rencontres des gens qui ont la passion, des gens qui peuvent te driver sur ta séance-là, qui te donnent envie d'aller à la salle de sport. Et sur une adhésion dans une progression, ça fait absolument toute la différence, l'environnement. Et c'est là où on n'en a pas parlé, ça pourrait même être le sujet d'un podcast à lui seul, mais l'environnement fera énormément de choses, sans parler des machines en elles-mêmes, mais l'environnement joue un rôle crucial dans ton évolution. Et en tant que bodybuilder, on aime s'entraîner dans ces salles-là parce qu'ils ont des bonnes machines, mais aussi parce que l'environnement est propice à l'évolution, parce que tu peux te permettre de t'entraîner fort, de faire du bruit sans qu'on te regarde comme un alien, sans que tu aies même des problèmes au niveau de la direction ou quoi, parce que tu fais trop de bruit ou parce que tu magouilles des machines et que tu fais des setups. J'avais même été viré d'une salle parce que j'avais fait des petits réglages sur des machines, parce que ces salles-là ne sont pas du tout prévues, et je peux le comprendre aussi, pour des bodybuilders et pour la progression, et c'est vraiment axé business et santé. Et c'est ce qui manque, à mon avis, aujourd'hui en France.
Et c'est pour ça que si vous avez la possibilité de vous entraîner dans des salles indépendantes autour de chez vous, même si vous devez faire 5 minutes, 10 minutes de plus de route, faites-le parce que sur le long terme et sur une évolution, ça fera beaucoup, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je pense que c'est le plus gros manque que l'on a en France, c'est de bonnes salles et une bonne mentalité à la salle avant tout. Et je pense que c'est ça qui doit évoluer dans les prochaines années pour arriver à un niveau aussi compétitif que d'autres pays. Donc tout simplement. Ouais, pour ceux qui l'ont pas compris, là, juste avant, ceux qui sont sur Spotify ou ceux qui écoutent, je sais qu'il y en a certains qui sont sur YouTube et qui écoutent juste en fond, j'ai partagé du coup l'écran pour montrer un peu le matos qu'il y avait à la salle. C'est pour ça que des fois, je pense qu'on fera ça dans les podcasts pour partager des physiques ou genre de trucs là, pour qu'on puisse aussi imager. C'est assez simple du coup avec Zoom, en fait, de balancer juste comment dire, partager du coup l'écran. Donc c'est juste pour ça, pour ceux qui veulent aller voir au niveau du matos. Le REM Gym aussi est une salle qui est pas forcément trop mal. Je pense pas qu'on a Ouais. besoin de citer toutes les bonnes salles de France. Il y en a d'autres et les gens en commentaire en balanceront d'autres. Et tant mieux d'ailleurs si il y a des gens qui balancent des bonnes salles. C'est vraiment top aussi de voir un peu peut-être des salles qu'on n'a jamais vues ou tu sais des fois il y a des petits trucs un peu cachés, Ouais. etc. Donc, effectivement le REM Gym qui est une bonne salle avec du matos un peu plus old school mais du bon matos. Ouais, il Je commence pense quand même bien à sûr pas. à la presse Cybex Ouais. qui est pas forcément trop mal. Ils ont le Hack Squad Precore qui est pas trop mal aussi. Ils commencent pas mal à Donc, avoir de nouvelles machines aussi. Ils renouvellent un peu leurs machines en ce moment. Je sais ah oui, qu'ils ont ils ont fait du Gym rentrer Leco. Ils ont du Gym Ils ont fait Leco, rentrer non? du Gym Leco, ils ont fait Ouais. rentrer un leg extension, et je crois que c'est du Strive. Je suis pas sûr de ce que j'avance, mais ça y ressemblait. Donc, ça évolue bien dans le bon sens. C'est vrai que c'est une salle qui est très, très bien dans l'ambiance, dans le fait que c'est vraiment un endroit, une safe place où tu as envie d'aller t'entraîner, où tu as envie de passer du temps, même si forcément, bah, il y a des machines qui sont assez vieilles. Ça, dans tous les cas, ça surpasse absolument toutes les salles 99% des salles que tu peux avoir en France. Donc, ouais, c'est vraiment une très très bonne salle pour ceux et celles qui sont à Paris. Celles et ceux qui sont à Paris, c'est vraiment vraiment un très très bon choix. Peut-être un peu plus excentré des salles où vous allez habituellement, mais faites 10 minutes de plus de métro, 20 minutes de plus de métro et allez vous entraîner dans une bonne salle. Et également faites vivre des personnes qui sont passionnées et des personnes qui valent le coup euh, en vous entraînant dans ce genre de salle-là. Ouais, je confirme, je confirme. Moi, j'ai pas mal de personnes qui s'entraînent là-bas, hommes comme femmes. Et effectivement, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de voir les vidéos. Encore une fois, je l'ai partagé là en même temps que la vidéo pour voir si jamais. Je sais pas s'ils ont montré les nouvelles qu'ils ont reçues. Je l'avais vu passer dans une story, mais je crois qu'ils l'ont pas montré là encore. Ouais, c'est ça, 74 semaines, donc ça doit dater un petit peu. Et même, il y a pas mal Ouais. de monde aussi qui ont l'habitude de... Comment on peut quitter ça? Échappe, ouais. Il y a pas mal de monde aussi qui ont l'habitude de s'entraîner là-bas. Arthur Gaines qui était là-bas. Tu t'es entraîné aussi là-bas pendant pas mal de temps. Bah, avant Mm. quand on a commencé ensemble, effectivement, je suis entraîné encore là-bas, je me C'est rappelle, ça. après avoir déménagé. Donc, effectivement, c'est une salle qui me semble pas trop mal. Il y a de quoi faire. Et encore une nouvelle fois, bien sûr, c'est à Paris et tout le monde n'est pas à Paris. C'est sûr qu'effectivement, je prends par exemple le cas de le haut de la France, vers Lille, etc. C'est assez compliqué d'avoir des bonnes salles sans devoir aller vers la Belgique. Et encore, la Belgique, il faut pousser un petit peu l'entrée dans la Belgique pour trouver des bonnes salles. Même au final, vers l'est ou vers où j'étais, c'était pas grave non plus. L'ouest, comme on a dit, bon ben voilà, en fait, c'est juste que comparé à peut-être effectivement en Angleterre, en Amérique c'est plus grand, mais en Angleterre où le moindre bled, peut-être pas tout, attention, mais le moindre bled de 500, 1000 habitants, où il y a quasiment, tu sais, vraiment le truc où limite il y a que des vaches, plus de vaches que d'habitants, tu vois, ce truc-là, ben, auront une salle absolument terrible, pas grande, Ouais. juste un petit hangar, mais juste avec ce qu'il faut, du strive par-ci, enfin, du truc par-là. Et bon, si ça se bouge maintenant en France, pareil aussi, c'est un business aussi, ça, maintenant, les machines de salle de sport. C'est devenu un business, surtout les anciennes machines de salle de sport. Surtout que maintenant, il y a pas mal aussi de gens justement qui font ça, qui revendent des vieilles machines de sport, qui font venir pour les revendre, etc., à des prix qui sont pas mal. Et je pense, honnêtement, pour pas mal de gérants de salles de sport qui peuvent nous écouter, qui peuvent être assez concurrentiels comparé à du Hammer, comparé à du Technogym. Parce Ouais, qu'effectivement, j'ai tout à déjà fait pu voir d'accord. les prix de Technogym et du Technogym neuf pour ce que c'est. Pour la machine en général, ça me semble extrêmement cher. Même si je pense qu'effectivement, on verra si une fois on a un patron de salle de sport ou je sais pas, quelqu'un qui peut venir dans le podcast. Mais en tout cas,
quand ils achètent en gros, ils ont peut-être des prix moins chers et je comprends. Et en fait, après, t'as pas forcément, quand tu veux ouvrir ta salle de sport, tu as envie de l'ouvrir rapidement. T'as pas envie de te dire, OK, bah, cette machine-là, elle vient, cette machine-là, elle vient. Ouais, mais la Strive, elle met 6 mois à venir. Ouais, mais je vais pas attendre 6 mois pour ouvrir ma salle de sport. Bah, c'est un argument aussi de vente. C'est un leg extension. T'as pas de leg extension quand tu ouvres ta salle. Bon, bah, il y a des gens, ils vont préférer aller chez Fitness Park. Malheureusement, c'est un peu ça. Et je peux comprendre, ce serait pareil. Mais je pense que maintenant, il est possible d'avoir des très bonnes salles, des très bons home gym, bref, ce truc-là. Juste, il faut mettre un petit peu d'argent. Mais la passion, souvent, n'a pas de prix. Mais après, ça dépend où c'est. Et je peux comprendre certains patrons de salles de sport. Dans les grandes villes, par exemple. Et le Bodyland, typiquement, est un peu excentré. Le RMG, mais aussi un peu excentré. Si je dis pas de bêtises, c'est pas vraiment Paris-Centre, comme par exemple un Honor ou quoi que ce soit, où effectivement, Ouais. tu as un peu tout le monde et un peu tout type de fréquentation, parce que les gens, c'est plus simple pour eux que d'aller à l'extérieur. C'est un peu comme au final l'exemple de Rotterdam à Ultraflex. Si ceux qui écoutent le podcast sont jamais allés ou ceux qui sont déjà allés, ils auront vite compris. Rotterdam en soi, c'est vraiment un endroit où t'as pas spécialement envie d'y vivre. Il n'y a pas grand-chose, c'est perdu mais nulle part. Le plus proche, c'est Sheffield qui est à 15 minutes quand ça roule bien, sinon c'est vite 20-25. En fait, c'est juste parce que ben, ça fait le tri. Ça fait le tri et tu te retrouves avec, imaginons, 90% des adhérents qui sont vraiment des passionnés, 10% qui sont pas forcément passionnés, mais ça va représenter peut-être 20 personnes, surtout les abonnés. Donc du coup, c'est des prix forcément pas forcément trop chers et avec du bon matos. Et c'est possible de le faire aussi, mais dans les grandes villes, malheureusement, bah, ça veut dire plus de fréquentation. Ça veut dire aussi plus de monde, donc potentiellement plus de casse. Et on sait que les machines, souvent bien comme ça, les Prime, etc., ils n'ont pas forcément aussi bien développé leur réseau de réparateurs, je peux dire ça comme ça, comparé à du Technogym où il y en a un peu partout et il est là en 2 jours. Il faut un peu mettre la main à la pâte quand il y a du Prime qui casse et souvent bah, les patrons, ils ont pas envie ou ils savent pas le faire. Les coachs encore moins. Je me rappelle des salles de sport où j'allais où la machine juste, en fait, c'était juste un câble qui avait un peu sauté. Il suffisait juste de le remettre un peu dans l'axe, mais pour eux, la machine était cassée. Alors qu'en fait, c'était vraiment rien du tout. Mais juste, ils savent Ouais. pas ou ils utilisent pas malheureusement les machines. Donc il y a de ça aussi. Euh, Plus l'aspect business. Mais bon, on n'a pas besoin de tourner autour du 70 fois autour de ça. Malheureusement, c'est comme ça et ça restera encore comme ça. Ouais, je suis d'accord. Je pense que même pour les patrons de salles de sport, investissez dans des machines qui en valent le coup et directement, vous aurez également un tri dans votre fréquentation. Et je pense que c'est même pas, c'est une bonne chose limite de faire des abonnements plus chers dans ce cas-là pour faire le tri. C'est ça, Et exactement. Exactement, ouais. vous allez vous y retrouver à la fois dans la mentalité des personnes, dans la casse tout simplement de vos machines. Vous aurez beaucoup moins de casse parce que les personnes qui connaissent le coût de ces machines et qui respectent tout simplement ces machines-là en prennent soin et donc potentiellement moins d'usure parce que moins d'utilisation débile de ces machines-là. Et je pense que c'est capable de c'est clairement pas impossible de faire tourner un business sur ce genre de choses-là, de dire prendre des machines plus chères, mettre des abonnements plus chers, avoir moins de monde, mais qui paye plus cher, et, euh, et clairement faire tourner un business et être rentable et pouvoir en vivre correctement. C'est simplement une autre mentalité là. Je pense que il en faut en France et il y a certaines salles qui l'ont compris, comme on a pu les citer juste avant. Et ces C'est ça. exemples-là sont de bons exemples à suivre pour pas mal de personnes qui voudraient lancer leur salle de sport, je pense, par la suite, et attirer une nouvelle clientèle et faire évoluer le bodybuilding, naturel ou non d'ailleurs, en France d'une très très bonne manière. Ouais, et puis il y a beaucoup de personnes qui ont des abonnements, deux abonnements, j'en connais pas mal, qui ont un abonnement à Fitness Park, un abonnement à One Fitness, et du coup, bah, ça leur fait vite un 50 ou 55 euros par mois. Tu peux très bien te dire, OK, ben 55 euros, boum, je le mets que dans une salle. C'est le prix typiquement que je paye ici pour la salle au Portugal. Et honnêtement, même si elle était un peu plus chère, je le mettrais, parce que 55, je trouve ça peu cher pour la salle que c'est, la qualité qu'il y a et le matos qu'il y a, sachant que c'est pas un 55 euros et le matos est jamais renouvelé. Comme je le dis souvent et ou, même sur Insta, ça fait maintenant 7-8 mois que je suis là. Et je crois que j'ai Ouais, déjà vu, sans mentir, une trentaine ou 30, ouais, c'est assez quarantaine fou, ouais. nouvelles machines, que ce soit des presses, des chest press, des tirages. Ils ont dernièrement fait venir la machine Hammer de tirage. Bah, du coup, tu peux faire bus soutenu, mais tu peux aussi faire en unilatéral qu'utilise Dorian Yates dans son Blood and Guns, le film ou du moins le documentaire. Donc du coup, c'est Ouais, quand même, voilà, très bonne c'est toujours machine. des machines qui ont un petit peu de la légende, comme la presse Nebula de Ronnie Coleman. Enfin bref, il y a toujours un peu de la légende ou le Revive au final, l'Axe Squad Press Ouais. Cybex. Il y a toujours un peu des parts de légende sur chaque machine, donc ça qui est vraiment vraiment cool.
Yes. Là, je pense qu'on est à peu près à 50 minutes de podcast. Je sais pas si tu veux qu'on commence à répondre aux questions maintenant ou qu'on continue sur encore un ou deux sujets. C'est toi qui vois. Tu me Non, non, dis. je pense qu'on a plutôt bien fait le tour. Si jamais, effectivement, on aura à chaque fois la possibilité de lancer. Il faudra juste que si jamais on fera le truc, on commencera direct. Ça va pour les prochains. Et si on déborde un peu, c'est moi qui lancerai. Et du coup, c'est toi qui recordera Ouais, pour ouais, ouais. avoir, j'espère, toi, la vidéo de ton côté. J'espère que c'est toi qui l'as. Sinon, je te Ouais, l'enverrai. ouais, je Parce que l'aurai, je moi, pense. mon réseau est pas top. Mais je pense que là, on a fait un bon tour du podcast. On a Ouais. plutôt bien Là, les sujets, survolé la les, question en les sujets petite qui quinzaine restaient, de minutes. je sais pas, est-ce que c'était parler un peu des fédérations qu'il y avait naturellement, des tests et des niveaux d'athlètes, mais peut-être on a déjà un peu répondu. Et après, il y avait un sujet, mais ça, on peut carrément en faire un sujet de podcast entier, c'est est-ce qu'on peut vivre du bodybuilding naturel ou est-ce que tu veux qu'on l'aborde là maintenant? Non, non, je pense que moi après, de toute façon, j'ai encore après 20 minutes, une demi-heure, donc ça va, mais un petit peu moins. Mais je pense qu'on va répondre aux questions. Et Yes. le truc des fédérations, on va en parler dans le prochain, genre comment choisir son. Je pense que ça peut être un bon truc. Comment choisir son. Pas sa Comment préparer fédération, sa mais première son. compète? Ouais, On peut faire non, ça? il y avait une question, genre comment choisir sa catégorie, tu sais. Ouais. Mais je pense que Donc en gros, pour aller. si on fait un sujet comment bien préparer, enfin, comment bien aborder sa première compétition, on peut aborder le fait de choisir sa Ça fédé, aussi. Ouais, choisir justement, sa ça, c'est des caté. trucs. Tu l'as déjà noté, des idées comme ça? Non, je vais le noter. Attends, mais je vais le noter, je vais le noter. Comme ça, on peut Mhm. répondre on peut répondre aux questions. Tac, du coup, je mets les questions. Vas-y, on peut enchaîner de toute façon, ouais. On va répondre gentiment, je pense, aux questions. Yeah. Tu veux qu'on commence, on finit ou on commence par la question de Louis Mathieu de d'où nous est venue l'idée? Ou on finit par cette question-là? Non, bah, tu peux les balancer, on peut commencer par celle-ci, ouais. Vas-y, On on va essaie faire de ça. couper le moins possible le podcast, ça fait le plus naturel Ouais, possible, c'est toujours cool. yes. Vraiment que ce soit Euh, une conversation au maximum, quoi. ouais. Du coup, on a abordé quand même pas mal de points. Je pense qu'on a fait le tour et on garde bien sûr des sujets qui peuvent toucher à ce domaine-là, bien entendu, pour d'autres podcasts. On va répondre du coup à quelques questions qu'on a pu recevoir sur Instagram, sur la boîte à questions que l'on avait mis sur notre Instagram. Donc, si vous n'êtes toujours pas abonné, pensez à vous abonner. C'est No Limit Nachi Podcast sur Instagram. Le lien sera bien entendu en description. Donc, allez vous abonner. On mettra pas mal d'informations, pas mal de boîtes à questions si vous avez des questions également à poser pour les prochains podcasts et les sujets potentiellement abordés, s'il y a des personnes également qui doivent intervenir dans le podcast. Et si vous êtes intéressé également de passer une tête dans le podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un mail un mail ou tout simplement un message sur Instagram. Je mettrai également le mail de notre chaîne YouTube sur lequel vous pouvez nous contacter. Du coup, la première question, sans tarder, euh, c'est d'où nous est venue l'idée de créer ce podcast-là, ce type de format à deux, et simplement aborder des thèmes dans le bodybuilding pour vous permettre d'évoluer, d'en apprendre un peu plus et de faire évoluer cette discipline en France. Si tu veux commencer à répondre, je te laisse répondre. Bah, en fait, je pense on a plus ou moins bien répondu même au début quand on s'est présenté. Le but du podcast, c'était vraiment d'aider au maximum le pratiquant francophone en général, tu vois, via des réponses aux questions, via des sujets précis. La différence avec peut-être d'autres podcasts où on répond juste à des questions, c'est vraiment avoir des sujets précis. Donc, on aura sûrement à chaque fois des sujets précis qu'on pourra vraiment développer. Et je trouve que c'est ça qui est bien aussi, plutôt que des questions où des fois on s'étale un peu. Là, on peut vraiment avoir un sujet précis comme là le bodybuilding naturel, comme le prochain qui sera sur un autre sujet. Donc en fait, le but, c'était juste de se dire, ok, comment on peut faire un format qui aiderait un maximum de personnes et qui est facilement vu et écoutable, podcast. Aussi simple que ça. Honnêtement, Ouais. je pense que c'est le plus simple, c'est vraiment ça. Clairement, et puis retranscrire un peu des discussions qu'on peut avoir nous-mêmes entre nous, mais simplement les partager à d'autres personnes pour ben, ne pas garder nos opinions qui peuvent aider pas mal de personnes, qui sont pas non plus très pertinentes à mettre en réel sur Instagram, ou parce que ben, sur Instagram, on veut du Ou contenu trop court aussi. ouais, ça, court, C'est ça. consommable rapidement et pertinent, et se poser sur une discussion où on balance beaucoup d'informations, des sujets que l'on peut parler entre nous, c'était pas forcément une bonne idée. Donc là, le podcast, comme l'a dit Florian, c'est le meilleur format pour vous permettre
pendant vos steps, pendant que vous faites à manger, pendant que vous, voilà, vous faites autre chose, d'en apprendre un peu plus, apprendre de notre expérience, de nos avis personnels sur différents sujets. Donc, c'est venu assez naturellement. On voulait faire ça, on voulait retranscrire pas mal d'idées, pas mal de sujets et de pensées qu'on pouvait avoir. La seconde question, c'est, du coup, ça revient un peu à ce que l'on parlait tout à l'heure des salles de sport, des bonnes machines ou non en France. Et la question, c'est le classement des meilleures marques de machines pour le bodybuilding. Donc, euh, moi, On n'a pas forcément testé ouais, c'est ça. toutes les mêmes machines, c'est ça. Ouais. Je On sais n'a pas si pas on aura le testé même toutes les classement. mêmes machines. Un top 3, je pense. Ouais, j'ai sûrement testé moins de machines que toi. Et après, je pense que c'est toujours assez personnel, ce genre de choses, en fonction des goûts. Alors, mon top un, ça serait du Prime. J'en ai rarement utilisé, mais j'en ai utilisé pendant à peu près 2 mois quand j'étais en Angleterre. J'avais une salle Ok. qui était une salle vraiment dédiée. C'était une toute petite salle pour du coaching un peu en one-one et qui acceptait également les personnes qui n'étaient pas en coaching dedans. C'était vraiment tout petit. J'avais pas énormément de machines. Je devais en avoir une dizaine qui étaient que du Prime. Du coup, j'ai quand même pu tester pas mal de C'est machines. fou. Mais il y avait pas que ça, il y avait également du Nautilus. Mais la salle était absolument folle. L'ambiance n'était pas excellente parce que c'était vraiment du coaching en one-one pour des personnes qui voulaient surtout faire de la remise en forme. Et c'est assez fou de voir ce genre de salle-là pour ces objectifs-là équipés en Nautilus et en Prime. Mais je dirais, ouais, Prime la première. Après, en second, j'ai beaucoup aimé le Nautilus que j'ai pu tester, notamment aux Pays-Bas, même si j'en utilisais très 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 peu. Et en troisième, le Cybex que j'ai pu utiliser au REM. Le Laker notamment est absolument incroyable. Mais il y a pas mal de machines Cybex qui sont pour ma part améliorables, mais ça reste quand même au-dessus de la plupart des machines que l'on peut trouver en France. Donc je dirais Prime, Nautilus et Cybex en troisième. Après, je n'ai pas testé énormément, étant donné que j'ai pas, j'ai été dans des salles la plupart du temps en France. Mais voilà, je te laisse faire ton top 3 toi. J'ai pas spécialement là comme ça qui me viennent tout de suite d'autres marques en tête. Je pense que mon classement serait plus ou moins le même, juste inversé. Je dirais, quoique je suis même pas sûr. Si je pense, je dirais je- en classement, je dirais peut-être, allez juste pour changer un peu. En troisième, je dirais du coup Nautilus. En deuxième, je dirais Cybex. Effectivement, il y a des choses qui peuvent être changées, mais il y a tellement quand je pense au hack squat, à la presse, c'est tellement des machines Ouais, incroyables qu'en fait ça prend vraiment une place folle et ça a tellement une part d'histoire qui est terrible que en fait ça doit être dans le classement. Et en premier, je mettrais ouais, bien sûr Prime ou Strive. C'est un peu le Strive à l'ancienne et Prime maintenant parce que c'est difficile de faire vraiment mieux. Euh, mais on aurait, même dans le classement, ça aurait été, top 3 peut-être pas, mais dans un top 5 ou un top 6 ça aurait été possible de mettre par exemple du Panatta qu'on peut trouver dans les oui. salles, qui reste quand même des machines pas trop mal. Ils ont fait de mieux en mieux. Et Maintenant, de ils plus en sont plus en France. bien améliorés. On a Hammer qui aurait pu être dans le classement sans problème aussi, dans un top 5 6 parce que si jamais tu n'as pas accès à beaucoup de machines, parce que honnêtement, au niveau des chest press, ils sont pas trop mal. Au niveau des poulies, même au niveau de Life Fitness, puisque c'est la même branche, c'est pas trop mal non plus. Donc honnêtement, il y avait moyen de faire quand même, même sans avoir touché à du Prime, sans avoir touché à du Nautilus, sans avoir touché à du Cybex. Ouais, vraiment. Yes, un peu d'accord avec toi. La dernière question qu'on va aborder, c'est du coup une question qui est plus visée sur on va dire, les objectifs perso. Là, on sort un peu de tout ce qui était machine et, euh, et salle de sport. C'est est-ce que viser un léger déficit est pertinent pour un skinny fat? Donc plutôt viser un léger déficit plutôt que partir sur une prise de masse en premier. Est-ce que pour toi, c'est pertinent pour un skinny fat? Est-ce que c'est pertinent pour un skinny fat? Alors en fait, enfin le problème, non, on va dire que ces questions-là, c'est toujours un peu complexe parce que ça dépend le skinny fat. C'est comme les personnes qui sont
en phase de masse, c'est qu'ils se disent je suis grasse, alors qu'effectivement, moi, je les juge pas du tout grasse, au contraire, je les juge même encore lean, tu vois. Donc, il y a toujours ce truc-là, c'est est-ce que réellement c'est un vrai skinny fat, ou alors c'est juste un petit peu de bouée, on va dire, et en fait, juste le fait de s'arracher à la salle vraiment correctement pendant 6 mois peut directement transformer d'un seul coup le physique et avoir cet aspect un peu moins skinny fat. Donc, en fait, c'est pas évident de répondre. Au niveau des pistes de réflexion, je dirais toujours, est-ce que vraiment tout déjà est optimisé? Est-ce qu'au niveau de l'entraînement, c'est bien, c'est à fond? Parce que des fois, au début, en mettant un skinny fat, il n'y a pas besoin d'énormément d'avoir des calories hautes, ni des calories très très basses. Il y a juste besoin d'avoir assez de calories pour au moins maintenir peut-être un poids du corps et faire en sorte qu'en fait, ben, dans cette phase de masse-là, le physique se réverse, entre guillemets. Donc, c'est vraiment une recompe au final dans cette phase de masse-là. C'est-à-dire que vraiment, tu vas t'entraîner fort, t'entraîner fort, t'entraîner fort. Et en fait, le changement va se faire parce que tu t'entraînes extrêmement fort. Et du coup, ben, en fait, ton physique fait du muscle et du coup paraît beaucoup moins gras. Je pense qu'il y a Ouais, ça. c'est ça. Sinon, si vraiment ça dépend le cas ça dépend le cas de skinny fat, ça dépend la peau, ça dépend pas mal de choses. Ça peut être aussi intéressant si jamais de faire un léger déficit, si vraiment la personne a du mal, si jamais ça peut réussir ou pas. Mais ce sera généralement du coup des calories très basses, pas mal aussi de cardio parce que justement la personne manque de muscle. Et du coup, ça sera peut-être aussi une perte de temps dans la prise de muscle, ce qui est assez non négligeable puisque ce qu'on veut, c'est quand même pouvoir faire du muscle. Je pense qu'il n'y a pas de descendre le plus bas possible, descendre le plus bas possible et se retrouver à faire 50 ou 45 kilos, j'en sais rien, comme on peut entendre des fois, juste pour être le plus sec possible, parce que ce sera le plus contre-productif possible. Tu vas perdre un temps monstre pour faire du muscle, tu vas mettre tes hormones très très basses, testostérone ou même pour une femme, hein, ça peut être la même chose. Euh, je dis testostérone, mais c'est pas forcément que pour un homme en soi, c'est pour ça. Ça sera ouais, très contre-productif. Donc en fait, Mm. c'est juger la base déjà, à quel point c'est vraiment skinny fat, à quoi ressemblent les entraînements, à quoi ressemble l'intensité sur les entraînements, la routine en général. Optimiser déjà ça sans forcément avoir des calories super hautes et puis se la donner. Et la plupart du temps, le physique il réagit très très bien. Et ça fait des personnes qui au final ne sont plus jamais skinny fat de leur vie. En fait, l'étaient pas vraiment. C'était juste une question un peu plus de manque Manque de d'intensité et masse. manque Mm. d'impact à l'entraînement. Yes, je suis assez d'accord avec toi. Surtout que la plupart des skinny fat sont des débutants. Donc, est-ce qu'en tant que débutant sur tes premières années, qui sont très certainement les plus productives, là où tu vas prendre le plus facilement du muscle, le plus de muscle et encore une fois le plus facilement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux passer sur un surplus calorique, être sûr et certain que l'on utilise ces années-là, on va dire ces années très très productives, le mieux possible, avec un bon surplus calorique, en s'entraînant bien et en construisant de la masse? Je pense que c'est la meilleure chose à faire sur des débutants. Et également comprendre pourquoi la personne ressemble à un skinny fat. Parce que la plupart du temps, on ressemble à un skinny fat parce qu'on a certes du gras, certes du fat, mais ce qui va faire la différence sur un physique et arrêter de looker skinny fat, c'est simplement construire de la masse. Parce que une personne avec à peu près le même pourcentage de graisse, une personne qui a beaucoup de muscles et une personne qui n'a aucun muscle ne lookera pas du tout de la même manière. Et en fait, tu vas vite te rendre compte que en ayant un surplus calorique, en construisant du muscle, en gardant à peu près le même pourcentage de masse grasse que tu considérais comme skinny fat, tu vas te rendre compte que tu look plus du tout skinny fat. Et en fait, ce qui te manque pas, c'est pas de la sèche. Enfin, ce qui te manque, c'est pas de la sèche, c'est simplement de la masse. Et tu vas te rendre compte que, en fait, juste pars sur de la masse, fais du muscle et tu lookeras plus du tout skinny fat. Donc, et surtout, tu l'auras utilisé au mieux ces premières années parce que surtout pour un débutant, les premières sèches n'ont, c'est un peu, n'ont absolument rien de pertinent. Tu vas juste être très très sec, sans muscle et ne pas avoir les résultats que tu veux. Encore une fois, tu looks bien quand tu es sec si tu as du muscle. Si tu es juste sec sans muscle, tu ne ressembleras pas à ce que tu veux, tu ne ressembleras pas à quelqu'un qui va en salle de sport. Donc fais de la masse, quitte à augmenter très légèrement ton body fat. Et une fois que tu auras la masse nécessaire, tu sacheras. J'aurais pas dit mieux. Voilà, voilà. Du coup, on en vient à la fin de ce podcast. Merci de nous Premier avoir podcast. écoutés pour ce premier podcast.
Faites-nous des retours si jamais sur YouTube en commentaire, productifs, sur comment vous avez trouvé le podcast, comment vous avez trouvé le format. Si vous avez des sujets à nous proposer également, on prend. Également il sera disponible sur Spotify, donc n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Spotify. Il me semble que vous pouvez également poser des questions et faire des retours sur Spotify. Donc si c'est votre plateforme d'écoute, n'hésitez pas également à nous en faire. On mettra du coup les liens de nos Instagram en description, également les liens de nos chaînes YouTube, en tout cas pour le moment celle de Florian et peut-être la mienne à venir sur YouTube et sur Instagram. Spoiler. Spoiler alerte. Et également nos Instagram, donc n'hésitez pas à nous abonner, que ce soit pour la chaîne du podcast, mais également pour pour nos comptes personnels. Ok. Voilà, merci pour votre Merci à écoute. On se tous. retrouve rapidement. Merci à tous, c'était vraiment cool. Tout en description. À très vite. Ciao.